Bonjour à tous, bienvenue au cœur de ce 99e Congrès des maires de France, ici en direct de la Porte de Versailles à Paris, pour une émission spéciale consacrée aux campagnes connectées. Le numérique au cœur de nos territoires, le numérique comme outil d'aménagement de ce territoire et qui permet de réduire justement les inégalités entre le rural et l'urbain. Alors le numérique, c'est une source de croissance pour ces territoires, que ce soit pour le e-commerce, que ce soit pour la e-médecine ou pour ce soit aussi pour des services associés qui aident au développement et à la croissance de ces territoires ruraux. Alors on en débat avec nos 4 invités aujourd'hui, au premier rang desquels je vous demande d'accueillir monsieur Sébastien Côté. Bonjour. Vous êtes président de Ruralytics, c'est bien ça ? Absolument, merci de nous accueillir. Alors il faut nous expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est Ruralytics. Ruralytics depuis 10 ans, c'est un événement qui se déroule dans le Cantal, au château de Vixouz, à Paul-Mignac, un château qui a 1000 ans. Donc même si on parle du futur, on est bien enraciné dans notre patrimoine. Et à l'initiative de Vincent Decker, donc ce sont les universités d'été du numérique et des territoires ruraux. Environ 600 élus de toute la France s'y retrouvent chaque été pour travailler sur ces questions du développement local par le numérique. Alors justement, qui dit Congrès des maires de France, dit évidemment des maires présents sur ce plateau. Le premier, c'est Christian Derrien, bonjour. Vous êtes maire de Langonnet, c'est bien ça? Oui, Langonette. Donc, voilà, donc vous venez de la Bretagne, voilà. si je suis oui, bien, c'est c'est ça? Bretagne, oui, tout à fait. Et vous êtes donc président des maires ruraux du Morbihan? Exactement. Voilà, donc depuis quelques années, on a monté donc une association départementale sur le Morbihan. Et donc, on est adhérent de l'AMRF, qui est le mouvement national des maires ruraux de France. Voilà. En face de vous, un autre maire, Michel Sauvat, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Marsac en Livradois, c'est ça? Tout à fait, et avec une pensée toute particulière pour Nicolas Bonneau, le maire de la chapelle Saint-Mémin, qui aurait dû être avec nous et qui se retrouve pour cause d'inondation avec ses administrés dans sa commune. Des pensées très amicales pour lui, évidemment. C'est vrai que c'est un sujet, là aussi, d'actualité qui est très prégnant aujourd'hui, mais on peut souligner que vous êtes le 16e maire le plus geek de France, puisque vous êtes le 16e maire le plus suivi sur Twitter. Là aussi, on va en discuter tout au long de cette émission, mais c'était à souligner déjà en début Entendu. En début d'émission. Autre acteur important, en tout cas, dans le développement du numérique, Alexandra Pochol, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des relations institutionnelles d'Eutelsat. Tout à fait. Alors, il faut expliquer ce qu'est Eutelsat, parce que là aussi, on n'est pas forcément au courant de ce grand opérateur national. Tout à fait. Eutelsat est le 3e opérateur mondial de satellites de télécommunications, une entreprise française qui fournit, à travers un réseau de distribution partenaire, des solutions d'accès à Internet haut débit, notamment. Et Dieu sait si c'est un facteur important, je le disais en introduction, pour le développement du numérique dans les territoires ruraux. Alors là aussi, si vous aussi vous voulez poser vos questions à nos 4 invités, c'est bien simple. Pour ça, vous le savez, vous avez les réseaux sociaux, on est au cœur de notre sujet. Pour ça, vous avez notre page Facebook Campagne TV, notre Twitter @Campagne TV ou notre site www.campagnetv.com. Et nos 4 invités, ou plutôt nos 3, parce que je sais que Christian Derrien doit nous quitter en cours d'émission. Nos 3 invités y répondront à la fin donc de cette émission. Alors quand on parle de numérique et de développement des territoires, Sébastien Côté, est-ce qu'on peut faire un état des lieux aujourd'hui de l'accès au numérique par les territoires? Non. Non, l'état des lieux, il est partout assez émietté en fait. Si on veut parler de connectivité, c'est-à-dire ce qui est enclenché en termes de travaux à travers ce qu'on appelle les réseaux d'initiative publique, aujourd'hui sur le site du ministère, enfin du côté de la mission très haut débit qui fait partie de l'agence du numérique à Bercy, on a un observatoire qui permet de mesurer l'évolution des chantiers. Les fameux chantiers lancés par le président de la République en février 2013 à Clermont-Ferrand. C'est le plan très haut débit, c'est ça? Voilà, le programme national très haut débit, en l'occurrence, qui constitue le socle de déploiement de ces réseaux, 22 milliards d'euros, un tiers pour les collectivités, un tiers pour l'État, un tiers pour les opérateurs privés. Donc on peut suivre cette évolution-là. Mais faire un état des lieux, c'est toujours retomber sur la question du « mais moi je ne l'ai pas ». Voilà. Donc il n'y a aucun état des lieux qui puisse être fait de manière objective. Simplement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ces réseaux sont en train de se déployer. Les plans de charge, ils sont avancés à travers des mix technologiques qui vont de la fibre à la montée en débit jusqu'aux solutions satellites pour l'habitat isolé
ce qui est indispensable, parce qu'il faut avoir en tête qu'à la fin du programme national très haut débit, il restera 15% des territoires et des foyers qui ne seront pas couverts par des solutions filaires. De toute Qui façon. ne peuvent pas l'être. Parce que le coût kilomètre est beaucoup trop important par rapport au nombre de personnes à desservir. Donc on va avoir besoin de ces solutions. Peut-être qu'on aura besoin d'un deuxième KSAT, le satellite de Telsat, ou voire d'un encore plus gros. Mais en l'occurrence, voilà, si on veut dresser un état des lieux, c'est celui d'une sorte de course contre la montre. C'est-à-dire, on se souvient, 97, privatisation de France Télécom. Ensuite, définition de zone AMI, c'est-à-dire appel à manifestation d'intention d'investissement. On dit, bon, bah, les privés, allez vous amuser finalement open bar dans les zones denses. Et puis plus rien. Oui, pour les ruraux. Et ça, 2004, il y a deux sénateurs qui sont sénateurs Leroy et Legrand, mais qui sont montés au créneau à travers un article, c'est pas poétique, mais c'est le L1425-1 du Code général des collectivités qui permet aux collectivités de devenir opérateurs d'opérateurs. C'est-à-dire qu'on a failli vraiment avoir une France à deux vitesses, et grâce à des élus, tous les élus engagés dans le numérique et dans les réseaux depuis 2004, eh bien, on a pu corriger ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des territoires de campagne où on est bien mieux desservi qu'au cœur de Paris, à 100 mètres d'ici. Ah oui, justement, on va faire le point avec nos deux élus ruraux. Christian Derrien, quand on parle de fracture numérique dans le territoire ruraux, vous, sur votre village, vous l'avez ressenti ? Évidemment qu'on la ressent, parce que bon, on va parler de téléphonie mobile. On ferait partie des communes dites grises, c'est-à-dire ça il faut expliquer, parce qu'il y a les communes blanches, grises et noires, c'est ça ? Voilà. Ou d'ombre. En gros, le bourg est couvert parce qu'on a un opérateur qui est Bouygues France Télécom, Orange. Bouygues Télécom Orange. Voilà. Et on va citer les troisièmes. Non, c'est Bouygues, seulement Bouygues. C'est Bouygues, voilà. D'accord. Et donc on a un certain périmètre qui est couvert, mais la commune fait 85 km² de superficie, elle est énorme, ce qui fait qu'on a des zones entières qui ne sont pas couvertes, quoi. Donc évidemment, ça pose le problème de cette couverture, mais aussi des autres opérateurs, lorsque des particuliers viennent sur la commune, qui sont soit chez Orange ou SFR, ils reçoivent très très mal. Donc voilà, ça c'est la partie téléphonie mobile. La partie filaire, pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est un petit peu pareil dans la mesure où on a près des centres de télécommunications, les grosses armoires, oui. On a un débit qui est pas trop mal. Évidemment, c'est également dans le bourg, mais plus on s'éloigne, donc les habitants de la commune se trouvent avec un débit de moins en moins important, quoi. Et donc avec des difficultés, des dysfonctionnements, voilà. Mais globalement, c'est pas trop mal aujourd'hui. Par contre, on est très inquiet par rapport à la fibre, puisque les usages vont en augmentant, les demandes de débit également. Et là, bien entendu, on sait que la fibre n'arrivera que dans longtemps. Ouais, on revient sur les coûts d'investissement qui sont pour l'instant importants, voilà, et pas prioritaires, entre guillemets. Ouais, et moi, ce que je regrette fortement, c'est qu'on voit, on assiste quand même à une fracture là vraiment numérique, dans la mesure où en Bretagne, par exemple, tout le littoral est couvert par les opérateurs gratuitement. Je veux dire, les opérateurs investissent parce qu'il y a de la densité de population. Par contre, sur les grands territoires ruraux du centre de la Bretagne, on n'est absolument pas couvert. Ils ne viennent pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de rentabilité. Quand la rentabilité de l'opérateur n'est pas assurée, on n'investit pas dans la structure. Oui, mais le problème, c'est qu'on sollicite les collectivités. Les collectivités, donc on parlait de un tiers, ça nous pose un vrai problème de fond. Un tiers, c'est-à-dire un tiers de financement par les collectivités, un tiers par les opérateurs et un tiers par qui ? Par l'État ? C'est ça ? Par l'État. Et les collectivités sont parmi les plus pauvres, puisque en zone rurale, avec très peu d'industrie, etc. Et donc, avec des baisses de dotation, je le rappelle quand même, et là, on va être coincé. On sent là les collectivités qui font désormais marche arrière par rapport à des projets de connexion, évidemment, qui auraient été idéalement intéressants, mais on va être vraiment confronté à cette question-là. Justement, cette disparité numérique et cette disparité aussi de sources de financement, Michel Sobat, sur votre territoire, c'est vraiment un frein au développement tous azimuts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le développement en termes d'emploi, de croissance, il y a aussi le développement
autre de service ou de lien direct avec la population? Évidemment, aujourd'hui, le numérique est un outil, demeure un outil qui est révélateur de pratiques qui sont des pratiques d'échange, de proximité. Sébastien Cotte à côté de moi aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je le vois. On se croise régulièrement sur les réseaux sociaux. Pour autant, le présentiel, comme on dit, a tout à fait une importance. Moi, je retiens dans l'intervention précédente que je rejoins assez largement l'évidence du fait que aujourd'hui, la frustration est d'autant plus accrue que lorsqu'on se retrouve dans des espaces de plus en plus proches de nous, la 4G, et dès qu'on parle d'Internet, la téléphonie mobile vient immédiatement et même ici en premier, et cette frustration est accrue par la proximité de ces réseaux qui nous tendent la main mais qu'on n'arrive pas encore à toucher aujourd'hui. Alors c'est vrai que sur la région Auvergne, et en l'occurrence avec l'action également du département du Puy-de-Dôme chez nous, on dispose d'une couverture qui est une couverture qui a été gérée collectivement par les collectivités, qui fait que nous sommes aujourd'hui assez largement favorisés par rapport à d'autres régions de France ou même parce que les collectivités se sont prises en main plus tôt. Il y a eu un investissement, c'est-à-dire que la région Auvergne, Sébastien le présenterait beaucoup mieux que moi, la région Auvergne et les 4 départements auvergnats se sont investis déjà il y a très longtemps dans un plan haut débit et désormais dans un plan très haut débit avec la prévision effectivement du fibrage pour une part importante du territoire. Donc on est dans une situation globalement plus favorable. Pour autant, à quelques kilomètres de la commune de Marsac-en-Livradois, il y a ce qu'on appelle nous des villages qui sont des hameaux qui sont en dehors totalement d'une couverture Internet satisfaisante. Exception faite effectivement des possibilités de couverture satellite. Et par contre, au niveau de la téléphonie mobile, on a un vrai problème qui est un vrai problème de zone grise, c'est-à-dire un espace globalement non couvert, même s'il y a eu des efforts récents et des conventions viennent d'être lancées. Je ne sais pas si on abordera la question par le gouvernement sur la résorption des zones blanches dans les centres-bourgs. Pour l'Association des maires de France, très clairement, c'est une première étape vers le grand chantier qui est celui de la résorption des zones grises et d'une couverture globale de notre territoire. Alexandra Pouchol, justement sur ces zones blanches et ces zones grises, est-ce que vous avez un état des lieux justement pour développer votre solution satellite ? Oui, tout à fait. Alors je rejoins ce qui a été dit précédemment sur le fait que le satellite est une solution complémentaire des autres solutions, notamment terrestres, pour apporter le très haut débit pour tous. Aujourd'hui, Telsat apporte le haut débit avec un satellite qui s'appelle KASat, qui est un satellite dédié au service d'accès à Internet haut débit, ce qui a été une première pour Eutelsat quand on a lancé ce satellite en 2010. À l'époque, on ne faisait que des satellites pour la télévision. Donc KASat, c'est l'entrée de l'Internet par satellite. Parce que nous sommes diffusés par satellite grâce à vous, on peut le dire aussi, mais c'est vrai. Absolument. Voilà. Et donc, KASat a ouvert une page d'histoire importante, cruciale pour Eutelsat et pour l'industrie spatiale en général. KASat aujourd'hui, c'est pour la France quelques dizaines de milliers de foyers servis et c'est vraiment le début de l'histoire. C'est-à-dire qu'on réfléchit aujourd'hui à ce qu'on va pouvoir apporter comme solution pour répondre à ces zones blanches et ces zones grises, c'est ça ? Absolument, dans la durée et avec des satellites de plus en plus puissants. Et ça pourrait être un satellite dédié aussi à ce type d'usage ou pas ? Donc, nos satellites, de toute façon, sont dédiés aux zones blanches, aux zones grises des réseaux terrestres. On est vraiment une solution complémentaire, absolument. Alors Sébastien Cotte, on parlait justement des freins que ça causait pour le lien et pour la proximité qu'on peut entretenir avec les réseaux sociaux ou Internet ou le numérique. Mais il y a aussi donc les freins qui sont liés à la croissance, à l'emploi et au non-développement d'un certain nombre d'activités. Est-ce que là, on a été à des lieux très clairs, là aussi, du manque à gagner quelque part ? Alors, on a plutôt finalement le verre à moitié plein, c'est-à-dire que la Caisse des dépôts renouvelle son observatoire chaque année autour des RIP, puisque la Caisse des dépôts investit dans... Alors les RIP, il faut expliquer ce que c'est. Les réseaux d'initiative publique, c'est-à-dire effectivement ces réseaux haut débit et très haut débit qui sont cofinancés par des acteurs publics et des opérateurs. Selon un principe simple qui est que l'argent public est là pour sécuriser le risque de l'opérateur.
hein, c'est vraiment le deal. D'accord. Donc on appelle ça réseau d'initiative publique parce que c'est la collectivité ou un groupement de collectivités qui vont faire le cahier des charges, qui vont consulter, choisir l'opérateur retenu et assurer la maîtrise d'œuvre, hein, de tout ce qui va se passer. Donc réseau d'initiative publique parce que c'est un département, c'est une région qui va dire moi il me faut un réseau qui doit être comme ci, qui doit aller prioritairement sur des zones d'activité, des lieux d'éducation, des bâtiments administratifs, couvrir dans tel calendrier telle zone, etc. La Donc, maîtrise d'ouvrage est à la collectivité et le financement est partagé entre les voilà, et la maîtrise collectivités. d'œuvre est au délégataire qui est donc en général un opérateur et donc le financement il est aux 3/3 comme on l'a vu. D'accord. 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 Donc, quand il y a un réseau d'initiative publique quelque part, la Caisse des dépôts a analysé que c'était 1 point de PIB local en plus et 1% de chômage en moins. Voilà. Et on est qu'au début, on n'a encore rien vu parce qu'aujourd'hui, ce sont des externalités positives qui sont très très liées au déploiement du réseau lui-même. C'est-à-dire déployer un réseau, ben, il faut des équipes, il faut mettre en œuvre des machines, voilà, ça crée une sorte d'économie autour du déploiement du réseau. Mais rapidement, l'opportunité, c'est la manière dont localement les populations, les entrepreneurs vont se saisir de ces réseaux et de ces outils numériques au sens très large pour créer de l'activité. Je rappelle que depuis 40 ans, il y a un phénomène souterrain silencieux qui s'appelle l'exode urbain. Oui, oui. Hein, qui est en fait depuis 40 ans, il y a 1,2 million de personnes voilà, qui ont quitté les aires urbaines pour rejoindre la ruralité. Alors tous les villages s'en aperçoivent pas, hein, ça n'empêche pas certains villages de continuer à se vider, mais le solde, il est positif pour la ruralité. Pourquoi? Aujourd'hui, on voit que c'est pas forcément les gens qui vont passer la retraite là où ils sont nés. C'est beaucoup de jeunes couples, de jeunes actifs qui ont envie, qui font un choix de vie différent, qui ont envie d'autre chose, qui sont plutôt bien diplômés, avec enfants, qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie d'une autre qualité de vie. Voilà, ils n'ont pas envie que leurs enfants se promènent avec un masque pour aller à Auteuil. Voilà, bon, bah, c'est des choix. Et ces gens-là créent de l'activité, ces gens-là ont besoin du numérique et quand ils le trouvent, eh ben, ils s'installent. C'est ce qui se passe à Murat dans le Cantal, hein, où il y a au total une 50aine de familles qui, grâce au télécentre, ont pu s'implanter. Monsieur Sauvade. Je rebondis et je prolonge sur ce qui vient d'être dit. Il y a non seulement les personnes qui s'installent, mais aujourd'hui, il y a véritablement une obligation pour les actifs sur le territoire, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des entreprises, quand on pense à la dématérialisation des marchés. Cette nécessité, dans le cadre de l'activité économique, est réellement incontournable. Je ne parle même pas de l'activité touristique qui reviendrait. Et lorsqu'on croise l'ensemble, on a des solutions comme AgriLocal, qui est décliné à travers AgriLocal 63 dans le département du Puy-de-Dôme, destiné à établir des circuits courts entre les producteurs locaux et les cantines, les consommateurs d'une façon générale. Aujourd'hui, il est évident qu'on a un enjeu majeur à ce niveau-là. Je rebondirai peut-être sur un point que la loi NOTRe met en avant, qui est l'obligation pour les collectivités de libérer des données, de rendre des données publiques à travers ce que l'on appelle l'open data, pour utiliser des mots grossiers. Mais cet open data, c'est une vraie richesse pour nos territoires, à condition que des entreprises locales puissent les approprier et qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient dans l'arrondissement d'Ambert ou qui va en Bretagne puisse, à travers des applications de son smartphone, disposer de ces données très rapidement pour programmer une balade à vélo, une excursion, etc. Donc, il y a un enjeu qui se retrouve dans toute la palette des activités professionnelles existantes. J'insiste sur l'existant. Il faut déjà se battre pour que ce qui existe se maintienne et se développe. Et après, faire venir effectivement des activités supplémentaires. Et Christian Derrien va même nous parler de son expérience, parce que je crois que même que vous avez adapté certains besoins numériques à l'école. Donc il y a effectivement les activités économiques, mais il y a aussi les activités pédagogiques que vous avez expérimentées sur votre commune, c'est ça? Oui, en fait, comme je l'avais indiqué, je parlerai peut-être de manière un petit peu plus générale sur la question de l'éducation, parce qu'il y a un vrai enjeu extrêmement important. Nous, l'association des maires ruraux de France notamment, a engagé un partenariat, ça date de 2009, et c'était une vraie opération extrêmement intéressante qui s'appelait École numérique rurale. Ça avait été vraiment extrêmement intéressant parce qu'on a eu, je crois que c'est près de 7000 écoles primaires donc, qui ont répondu à l'appel à projet de cette école nationale.
Et ça a permis vraiment de faire entrer l'école dans l'ère du numérique, comme on dit, hein, puisque c'est le titre du programme gouvernemental hein, sur la question. Et depuis 2009, là, il y avait donc un partenariat et donc un soutien financier hein, gouvernemental. Mais depuis, effectivement, aujourd'hui, on assiste à l'opération Collège Connecté. Collège Connecté et innovation pédagogique, il ne faut pas l'oublier, la partie pédagogique. Et là, les écoles rurales en tant que telles sont un petit peu à la traîne parce que quand on regarde cette nouvelle opération donc, qui a lieu 7 ans plus tard, on se retrouve avec 1500 collèges donc, qui ont répondu à l'appel d'offres, avec la possibilité de travailler avec les écoles du périmètre du collège. Et on n'a que 1200 écoles concernées par ce projet. Pour faire simple, on passe désormais dans un projet qui est lié à, on va dire, la mobilité, disons les tablettes mobiles, tablettes tactiles, etc. Et donc, il y a le concept du numérique mobile qui arrive désormais dans les écoles. Tablettes pour les enfants et tableaux numériques. C'est un ensemble, les classes mobiles, comme on les appelle, l'écran numérique interactif, c'est le nouveau nom, lié à des tablettes tactiles au service des élèves, avec plus d'autonomie, etc. Les premières études, bon, j'en parle puisque je suis maître de conférence sur la question des technologies éducatives. Et les premiers retours commencent à être intéressants. On sent les prémices de transformation de ce qu'on peut appeler la forme scolaire, l'école qui est en train de... l'espace-temps de l'école qui bouge et on sent qu'on va aller vers des choses extrêmement intéressantes, mais, et je terminerai là-dessus, l'équipement c'est une chose, dommage qu'on ne soit pas davantage accompagné aujourd'hui, hein, on est un petit peu à la traîne là au niveau gouvernemental pour l'école rurale. Mais surtout, les débits, on va être confronté à nouveau de trop faibles débits pour alimenter au réseau. Oui, puisque on aura des équipements de plus en plus nombreux avec des besoins de connexion de débit plus forts, plus importants. Et donc, la fibre, elle va devenir essentielle pour qu'il n'y ait pas ce décrochage, j'ai envie de dire, de cette fracture numérique territoriale. Voilà. Alexandra Pouchol et après Monsieur Sauvade. Je saisis la balle au bon. En effet, avoir bénéficié d'une bonne connexion à Internet est essentiel pour les écoles, pour permettre les usages numériques à l'école. On s'en est rendu compte, nous, chez Eutelsat, puisque le gouvernement a fait appel à nous, la technologie satellitaire et la technologie hertzienne au sens large, mais surtout satellitaire en l'occurrence, dans le cadre d'un programme qui s'appelle École connectée et qui vise très clairement à apporter le haut débit à 8000 écoles dont il a été identifié qu'elles ne seront pas éligibles à des réseaux filaires, notamment fibre optique, avant très longtemps, et qui aujourd'hui n'ont pas un débit satisfaisant pour tous ces usages numériques. Donc, École connectée, je vous invite, vous élus qui nous regardez, à regarder si vous faites partie de la liste des écoles dressées par le gouvernement et les collectivités locales pour bénéficier donc d'une subvention à l'équipement d'accès à Internet par satellite, non négligeable. C'est non négligeable, d'accord. Michel Sauvade, mais je vais saluer Monsieur Derrien puisque vous devez aller intervenir dans une table ronde ici au cœur de ce congrès. Merci d'avoir participé à notre émission et d'apporter votre expérience et votre expertise. Michel Sauvade. Oui, alors l'AI éducation est effectivement quelque chose qui est extrêmement intéressant, profitant d'une certaine avance justement par rapport aux tuyaux. Chez nous, en Auvergne, encore une fois, les environnements numériques de travail ont été développés maintenant depuis de très nombreuses années, et donc on a un certain recul sur les usages qui ont été élaborés par vraiment un travail collectif, à la fois des services de l'État, de l'éducation nationale et des collectivités, je le répète. Et il s'avère que dans cet aspect-là de la question, non seulement les espaces ruraux n'ont pas été à la traîne, mais ont été souvent porteurs d'innovation et dans le sens premier du terme, c'est-à-dire une modification véritablement des pratiques et de fonctionnement de la société. Et je dis territoires ruraux ou espaces ruraux, j'aurais pu dire espaces périphériques, parce que l'innovation éducative est souvent venue des espaces périphériques de la ville ou des espaces ruraux. Pourquoi? Parce que le besoin était évident et qu'il n'y avait pas le choix. On était obligé de
s'approprier ces outils pour arriver au même niveau d'accès à la culture ou au savoir d'une façon générale que ce qui était fait d'une manière évidente en ville. Pourquoi? Parce que l'équipement des familles était plus important en ville et parce que la proximité de la culture rendait moins nécessaire l'utilisation des réseaux, quels qu'ils soient. Sébastien Cotte, on a parlé d'éducation, mais il y a aussi la vie quotidienne et notamment le développement de la e-médecine qui justement, quand on entend parler de désertification médicale, et la e-médecine peut être au moins un outil de diagnostic. Oui, la e-santé, ça va, je dirais effectivement, du diagnostic au rendez-vous avec un spécialiste, le professeur Saint-Calbre qui a créé OPI Médical, qui est un professeur qui a fait une des premières greffes d'organes. C'était en 72. Et en l'occurrence, lui dit, moi je peux faire 95% de ce que je fais en entretien en face à face avec un patient, je peux le faire en téléconsultation. Il n'y a qu'une seule chose que je ne peux pas faire, c'est toucher le patient. Et pour ça, si l'infirmière est à côté, voilà, elle le fait pour moi. Donc aujourd'hui, on a un problème de désertification médicale. J'étais en Eure-et-Loire la semaine dernière. Ils ont 66 omnipraticiens pour 100 000 habitants. Voilà. Et au moment où je vous parle, il y en a déjà 2 qui sont partis à la retraite. Voilà. Donc, mais est-ce que c'est efficient ça dans des territoires ruraux? Parce qu'effectivement, on voit bien que les outils le permettent, mais est-ce que réellement ça existe? Et ça se pratique aujourd'hui? Ça existe notamment dans alors il y a des cabines de télémédecine, c'est-à-dire que vous rentrez dans la cabine, vous êtes accompagné dans une maison de santé, et puis là vous êtes mis en relation avec un spécialiste. Il y a aussi beaucoup, et ça j'y crois très fort, comme je crois d'ailleurs aux cabines, parce que de toute façon il y a une pénurie. Mais en l'occurrence c'est dans les établissements pour les personnes âgées, c'est-à-dire que là effectivement plutôt que de prendre une personne âgée, de l'envoyer 50 km à l'hôpital local, voilà, bon, elle va se retrouver sur un brancard dans les courants d'air, si elle est un peu désorientée, elle donne de l'info, elle donne pas d'info au médecin, qui a des notes, qui a des infos de la part de son collègue, mais c'est pas toujours complet. Là, elle fait 20 mètres, elle sort de sa chambre, elle fait 20 mètres, elle est accompagnée par l'infirmière qui s'occupe d'elle toute la journée. Ils sont en face du docteur qui est quasiment à l'échelle 1. Il y a tout, il y a le spiromètre, il y a l'électrocardiogramme, il y a tous les outils pour faire une consultation. Et l'infirmière peut donner des compléments d'information. La personne est dans son environnement, elle n'est pas traumatisée. Voilà, ça se fait en douceur. Et ça, aujourd'hui, ça marche plutôt pas mal, puisqu'on est arrivé à lever un certain nombre de freins sur l'acte médical et l'acte à distance. Michel Sauvat, c'est une demande que vous avez de vos concitoyens? J'ai presque envie de répondre par une pirouette en disant que même sans parler de e-médecine, concrètement, le patient qui veut prendre un rendez-vous chez un médecin à Marsac va pouvoir le faire par Internet, tout simplement, ce qui d'ailleurs donne des situations parfois un petit peu cocasses. Derrière ça et derrière cette pirouette, je voudrais revenir quand même sur un risque que nous avons connu également, puisqu'on a cette antériorité des pratiques, à travers des expérimentations. Je pense à celle des points visio publics, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, la région a installé des points visio publics dans les communes les plus éloignées, de façon à assurer un lien visuel, en quelque sorte, à travers un écran, entre des organismes publics et puis les clients les plus éloignés, la CAF, etc. Sauf que, dans un premier temps, ce qui paraissait une belle initiative, s'est traduit également sur le terrain par l'abandon des permanences qui étaient présentes et physiques dans les collectivités. Or, aujourd'hui, ces points visio publics n'existent plus et résultat des courses, on n'a plus cet accès numérique et on n'a plus non plus le lien physique qui, pour nous, est véritablement une nécessité. Donc, je crois que là aussi, la table ronde qui a eu lieu hier sur la e-santé l'a montré, l'action publique est aujourd'hui une action de plus en plus collective. La e-santé ou la santé en général est, à la demande même des professionnels de santé, une action véritablement collective. Et il y a nécessité de maintenir cette proximité en tout état de cause. Je le répète, le numérique reste et demeure un outil au service de projets conduits par des individus bien en chair et présents sur le terrain. Sébastien Cotte, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à ce niveau-là? C'est-à-dire que finalement, on va dire que la population des territoires ruraux est plutôt vieillissante, donc elle est assez anachronique par rapport au développement du numérique. Alors est-ce que justement, il n'y a pas un paradoxe entre la population néo-rurale qui est souvent, comme vous l'avez décrit au départ, souvent diplômée et qui cherche une qualité de travail et qui a besoin du numérique pour développer son télétravail, et une population plus vieillissante
qui ne sait pas justement se servir du numérique au quotidien? Alors, la fracture générationnelle autour du numérique est en train de vivre ces dernières heures, ces derniers jours, parce que ce qu'on constate dans les espaces de médiation numérique, c'est une montée en compétences très rapide des seniors. Aujourd'hui, les seniors sont les premiers utilisateurs de l'Internet loisir en France. Ah bah alors là c'est une info. Voilà. Donc, la réalité, c'est celle-là. Importante. Ils aiment. Ils adhèrent, ils savent se servir. Moi, j'ai fait des ateliers avec des dames d'un certain âge dans la Sarthe et elles manipulent des photos, elles font du Photoshop, elles envoient ça, elles font des Skype, etc. Donc, voilà, en réalité, il y a beaucoup plus de points communs entre ces néo-ruraux et les ruraux enracinés depuis longtemps que de points de divergence. Il y a simplement un dialogue à construire. Et autour de ça, le rôle de l'élu n'a jamais été aussi important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition effectivement entre le monde physique et le monde digital. Aujourd'hui, on parle de figital. Parce que quand vous regardez la liste de vos copains sur Facebook, eh bien, 70% habitent à moins de 30 km de chez vous. Ouais. En réalité, on a nos sphères de proximité qui se répercutent en ligne. Donc, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Il y a simplement la nécessité d'arriver à penser ce qu'on a essayé de faire nous l'an dernier avec le manifeste des Smart Villages, de penser une stratégie pour un territoire. C'est-à-dire comment le numérique me permet de revisiter et de rendre cohérent ma relation aux citoyens, les services au public, l'animation, le tourisme, l'attractivité, la sobriété énergétique. Aujourd'hui, un tiers de l'eau qui circule dans nos réseaux publics part en fuite. L'Internet des objets, les capteurs permettraient de piloter ce genre de choses. Et un smart village, aujourd'hui, on parle tout le temps des smart cities. Oui. C'est quoi une smart city? C'est dépenser des milliards d'euros pour régler des problèmes qu'ont les grandes villes et qu'elles n'auraient pas si elles étaient moins grosses. Des problèmes de gestion des déchets, des problèmes de sobriété énergétique, des problèmes de délinquance ou d'insécurité, etc. Donc il y a une vraie opportunité pour les villages, là, maintenant, de se saisir du numérique comme d'un levier de développement local, de se dire, je ne suis pas le chef, je ne suis pas le chef du village, je suis l'animateur de ce territoire. Et je vais repérer les forces vives, je vais les agglomérer. Le numérique, ça sert à ça, ça sert à faire réseau. Et on va construire ensemble le projet de ce territoire en utilisant tous les bricolages, toutes les technologies dont on peut disposer. Ça ne coûtera pas des milliards. Ça peut être fait très vite dans les smart villages. Et là, ils auront un avantage concurrentiel, je dirais, pour des décennies. Alexandra Pouchol, justement, ces smart villages sont au cœur de la stratégie que vous projetez avec Eutelsat. Oui, absolument. Ce que j'entends, c'est que le numérique est essentiel à la vitalité des territoires, à tout point de vue. Et évidemment, il faut des solutions en face. Et il faut des solutions dès que possible, et a fortiori à horizon 2020. Le satellite fait partie de ce panel de solutions. C'est notre ambition chez nous, Eutelsat. 2020, est-ce que finalement, c'est pas illusoire, hein, compte tenu des moyens qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir y arriver? Il reste 4 ans. Ça semble assez inaccessible aujourd'hui. Sauf à tous se mobiliser pour commander un gros satellite qui pourra déjà régler le problème de beaucoup de monde dès 2020. Absolument, si. Michel Sauvade, sur votre territoire, je reviens sur l'aspect formation parce que je vous voyais tiquer quand je disais effectivement que la population rurale était peut-être moins adaptée aux solutions du numérique, mais je crois qu'il y a même des Fab Labs justement de formation qui existent en tout cas au cœur des villages. Beaucoup plus globalement, le numérique a un avantage considérable, c'est qu'il rend les élus modestes. Dans la mesure où les habitants de notre pays n'ont pas attendu les élus pour s'approprier le numérique, et souvent même avant que les élus n'en prennent conscience. Soyons clairs, lorsque une commune s'inscrit sur Facebook, d'abord on découvre que la population qui y est déjà inscrite balaye toutes les tranches de génération et qu'on y trouve vraiment des gens qui se l'approprient parce qu'ils en ont l'usage, avant toute chose. Et ça veut dire concrètement que les élus n'ont pas à expliquer aux gens en quoi le numérique est bon pour eux. Si les habitants d'un territoire se le sont déjà appropriés, c'est qu'ils en ont vu l'intérêt. Ils ont vu l'intérêt pour, je ne vais pas faire de publicité, mais pour vendre une voiture, acheter du bois, etc. Et en campagne, autant qu'ailleurs, c'est quelque chose qui est déjà approprié. Simplement, comme pendant très longtemps, les collectivités ont été en retrait, et notamment en retrait sur les réseaux sociaux, parce qu'on a toujours tendance à vouloir réinventer le site internet qui va bien, le réseau qui va bien. Non, il faut que les collectivités
occupent, investissent également les réseaux sociaux, mais comme les autres acteurs. Et du coup, on est très étonné de découvrir que, curieusement, en dehors de nous et en dehors des élus, une vie sur les réseaux sociaux, des lieux de débat, des lieux d'échange. Je pense à une anecdote sur une rentrée scolaire où les élèves n'étaient pas sur la commune de Marsac dans la classe initialement prévue. Il se trouve que nous avons eu connaissance de ce débat qui existait sur les réseaux sociaux parce que nous y étions. Mais si nous n'y avions pas été, le débat aurait eu lieu malgré nous et sans nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement quelque part les élus, de mon point de vue, ne sont pas initiateurs, mais sont plutôt accompagnateurs. Et vous avez raison quand vous évoquez les Fab Labs. Ouais. Ce ne sont pas des initiatives publiques, ce sont des initiatives qui peuvent être des initiatives de passionnés, de groupes qui se constituent et qui ont envie de partager avec ou sans les élus. Sébastien Cotte, on parlait de l'objectif 2020 hein, et Alexandra Pouchol nous disait que c'était possible si... On ne va pas se mentir, si les investissements sont là, parce qu'il y a une volonté collective certes, mais le nerf de la guerre, c'est bien les investissements, alors qu'on sait bien évidemment que les dotations de l'État aux différentes collectivités diminuent. Est-ce que c'est justement pas ça qui est un vœu pieux, ou alors qu'est-ce qu'il faut mobiliser pour justement y arriver ? En l'occurrence, c'est pas un vœu pieux. Il faut juste se souvenir qu'entre la première prise de téléphone qui a été branchée chez quelqu'un dans ce pays et la dernière, il s'est écoulé 50 ans. Donc là, une ambition pour un chantier de cette taille-là sur une dizaine d'années, ça reste extrêmement raisonnable. Ensuite, le point de mobilisation, c'est de savoir créer l'appétence. C'est-à-dire que ces réseaux ne serviront à rien si, en face, les gens n'ont pas compris ce qu'ils pouvaient en faire. Donc, le premier travail de l'élu partout, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve Michel Sauvatte, on peut, dans les pionniers, Vincent Descoeurs, Claude Dillon. On a reçu sur ce plateau voilà, déjà. Ouais. René Souchon, quand il était président de l'Auvergne. Enfin, voilà, il y a comme ça. Mais le problème, c'est que ça fait 10 ans qu'on cite les mêmes. Au niveau des parlementaires, c'est Laure de la Raudière, Corinne Herel. Voilà, Patrick Chaise pour le Sénat. Donc en fait, c'est le rôle de l'élu aujourd'hui, c'est lui-même de s'immerger, comme le fait Michel, pour comprendre comment ça marche, parce qu'aujourd'hui, il y a un décalage. Le maire, c'est moins de choses que ses administrés. Ouais. Donc là, il y a un vrai décalage. Ensuite, de saisir le potentiel que ça peut générer. Et donc, quand on crée de la demande, on rassure qui? On rassure tous les investisseurs, on rassure l'opérateur. Il dit, mais ils en veulent. Aujourd'hui, en Eure-et-Loire, le syndicat mixte dirigé par Jacques Lemar, quand il fait des réunions publiques sur justement le déploiement de la fibre, c'est 120 personnes. Il y a 5-6 ans sur les réseaux au débit, bon, on déplaçait de Pékin. Donc l'appétence, elle est là. Il faut simplement, à un moment donné, l'apercevoir, la comprendre et la transformer en projet de territoire. Et pas dans un projet de territoire descendant où, bon, je pense que c'est ça la bonne méthode, c'est donc ça qu'on va faire, mais vraiment de manière collective, accepter de faire démocratie localement, c'est beaucoup plus facile. Quand on veut faire de la citoyenneté et de la démocratie dans une grande ville, on fait quoi? On le fait au niveau du quartier. Le quartier, c'est le village dans la ville. Michel Sauvatte. Oui, pour autant, très clairement, les associations d'élus jouent un rôle et aspirent à jouer un rôle extrêmement important dans ce cadre-là. L'Association des maires de France, évidemment, mais l'ensemble des associations d'élus travaillent de concert pour être véritablement au premier rang à la table des négociations avec les opérateurs, avec les prestataires et aux côtés de l'État pour cela. C'est pas un hasard si l'opération qui est en cours aujourd'hui sur la résorption des zones blanches ou les 800 qui sont devenus 1200 sites d'intérêt économique, si les choses ont avancé et si le président Hollande a fait une annonce d'un investissement supérieur de l'État au mois de janvier, ça n'est pas un hasard si curieusement à la fin du mois de décembre, les 8 associations d'élus impliquées avaient annoncé qu'elles refusaient de revenir à la table des discussions tant qu'il n'y avait pas une action qui soit une action très directement quantifiable de l'État. Et aujourd'hui, on est en train de rattraper le retard lié au fait que l'initiative est souvent une initiative lancée par l'État et les services de l'État, pétrie de bonne intention. Et c'est parfait. Il y a de l'investissement public, il ne faut pas du tout rejeter là-dessus. Il y a un vrai travail de la fonction publique d'État dans ce domaine-là, avec une vraie implication pour les territoires. Pour autant, les élus n'ont pas vocation à être là pour assurer ou être les seconds couteaux de quelque chose où, in fine, ils seront d'une manière ou d'une autre financeurs, pour une part significative.
Mais on n'oublie pas quand même les 1 point de croissance qu'il y a à gagner dans un contexte là aussi où on a besoin de croissance dans les territoires. Allez, il est grand temps de prendre vos questions, les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux, donc sur notre page Facebook Campagne TV, sur notre Twitter Campagne TV ou sur notre site www.campagneTV.com. Elles s'affichent sur vos écrans. La première est une question de Sophia. Avec la possibilité pour un salarié de vivre à la campagne tout en travaillant pour une entreprise basée en ville, le télétravail ne représente-t-il pas une menace pour l'installation d'entreprises en milieu rural? Alors est-ce que là aussi, il n'y a pas, j'allais dire, opposition entre installation d'entreprise et télétravail? Francis Cotte. Sébastien Cotte. Ça a l'air d'une question piège, ça ne l'est pas du tout. J'en discutais avec le vice-président du département du Lot. Il me disait aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de faire venir 300 télétravailleurs qu'une entreprise de 300 personnes. Parce qu'aujourd'hui on n'est pas forcément un des pays les plus industriels au monde. Pour autant, on est plutôt dans le service, c'est ça que vous on est plutôt dire dans le service, ouais. Mais je vais vous citer juste un exemple. Une société qui s'appelle Payname qui fait du co-banking. Il y a encore 3 semaines, ils étaient dans le cœur de Toulouse. Et c'est une boîte de 50 personnes. Une boîte du numérique. Eh ben, ils se sont installés, ils ont appelé ça le toaster, et ils se sont tous installés à Saint-Élix-le-Château, dans un petit village à 40 km au sud de Toulouse. C'est Éric Charpentier qui a fondé cette société, un entrepreneur à la fois social, avec une vraie vision stratégique. Et voilà. Donc c'est pas du tout incompatible. À un moment donné, saisissons les opportunités là où elles se présentent. La culture du télétravail, c'est un choix personnel, c'est une discussion avec l'employeur. Les employeurs sont en train de comprendre qu'un télétravailleur, c'est moins d'accidents de trajet domicile-travail, c'est plus de rentabilité aussi, de productivité. C'est une implication différente dans le travail. Il ne s'agit pas de couper le lien du travail. La plupart du temps, les gens choisissent du télétravail à temps partiel. Laissons les gens faire leur sauce et imaginez. Ça n'empêche pas aujourd'hui de faire des zones artisanales ou industrielles. On va accueillir des petites boîtes. Rien ne s'oppose en réalité. Les territoires ruraux sont attractifs pour tout le monde. Ils peuvent devenir attractifs pour tout le monde parce que justement les infrastructures physiques jouent beaucoup moins aujourd'hui. Avant, ce qui faisait la différence, c'est vous avez une gare, vous avez une autoroute, vous avez un aéroport. Non, on n'a plus besoin de tout ça. Donc ça peut être un peu partout. Si ce n'est qu'il y a besoin de services associés, parce qu'en général, ils se déplacent en famille et qu'il faut la crèche et l'école et les modes de garde et qui ces sont services souvent émergent à l'arrivée de ces populations. C'est le travail aussi qu'a fait Dominique Valentin, le fondateur de Relais d'entreprise, en créant des clubs d'entrepreneurs, des lieux d'entreprise, et tout s'agrège autour de ça. Alessandra Pujol, là aussi, dans le cadre du développement, ces services associés, ils sont obligatoires pour votre développement à vous? Alors, nous, on se rend bien compte que les territoires évoluent. Je rejoins tout à fait ce que dit Sébastien Cotte. On a mené une enquête qui s'appelle Agriculture connectée, qui s'adressait à des agriculteurs qui avaient besoin d'une connexion Internet à la fois pour leur vie professionnelle, mais aussi pour leur vie personnelle. Et le résultat est particulièrement saisissant. C'est que ces agriculteurs ont des usages qui explosent. Ce sont parfois des néo-agriculteurs qui étaient urbains précédemment et qui se lancent dans le vignoble, par exemple. Et la connexion Internet est essentielle pour la déclaration de PAC, mais aussi pour vraiment leur vie personnelle, leurs enfants qui ont des usages qui explosent aussi. Et bon, la petite page pub de cette opération, c'est qu'on se rend bien compte aussi que le satellite sait répondre à leurs besoins. Et on va continuer à le faire. D'accord. Question suivante, la question de Maude. Un maire peut-il avoir recours à la justice pour obliger un opérateur à participer à l'installation du très haut débit dans sa commune? Michel Saubade. Non, non. Clairement vous n'avez non. pas d'outils. On l'a évoqué voilà. à travers la question des RIP. Il se trouve qu'au titre de l'Association des maires de France, je suis amené à intervenir dans les négociations avec les opérateurs pour le déploiement de la téléphonie. Les choses sont prévues par la loi. Les conventions qui sont signées avec les opérateurs sont des conventions qui prévoient le déploiement, mais très, très clairement, aujourd'hui, on n'est plus à la période où la commune va construire son pylône, voire même l'intercommunalité, fût-elle devenue plus grande, n'aura pas vraiment cette mission-là. On est vraiment à une autre échelle, qui est une échelle de mise en cohérence des territoires dans des schémas qui sont des schémas départementaux ou des schémas régionaux, de couverture de l'ensemble du territoire. On a parlé d'un accès à Internet fixe, on a parlé de la téléphonie mobile, mais j'allais dire au domicile ou à proximité du domicile. Aujourd'hui, la plus grande frustration qu'éprouvent très souvent les ruraux, c'est le fait qu'en se rendant d'un point à un autre, eh bien, quand ils
sont en liaison téléphonique avec leur famille Ouais. ou avec des clients potentiels, eh bien, ça s'interrompt régulièrement sur l'ensemble du trajet. Ça Donc c'est coupe. vraiment une réflexion globale dans laquelle, encore une fois, les communes, à travers leurs représentants ou directement à l'échelle départementale ou régionale, peuvent intervenir, mais c'est une négociation qui doit être une négociation globale face à des opérateurs qui sont peu nombreux et qui sont donc en capacité de peser également fortement sur ce qui leur est demandé, et avec le rôle d'un État fort pour accompagner les collectivités. Question suivante, la question de Fabrice. La baisse des dotations de l'État aux communes impacte-t-elle les objectifs du plan national très haut débit? Donc là, une question spécifique sur le plan national très haut débit. Sébastien Cotte. Aujourd'hui, dans 99% des cas, le coût est parti. Donc aujourd'hui, l'argent est provisionné, les crédits sont affectés et le coût est parti. Derrière, effectivement, la baisse des dotations, elle impacte toutes les collectivités par rapport à la manière dont elles se géraient hier. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je ne suis surtout pas bien placé pour parler de ça, mais le fait est qu'à un moment donné, c'est une réalité et le numérique ne coûte pas si cher que ça. Il y a des arbitrages qui vont devoir être faits. Ces arbitrages, ils peuvent aussi être dans une démarche d'optimisation du fonctionnement de la collectivité, mais aussi la manière dont elle sait générer du cash, si je puis dire. À un moment donné, on est en France, premier pays touristique du monde, troisième en termes de panier moyen du touriste. Quand on fait venir sur un territoire rural, qu'on a le capital qualité de l'air, le patrimoine, etc., il faut avoir des stratégies pour prendre un peu plus d'argent aux touristes et se dire, bah tiens, si demain, mon territoire, il était coté en bourse, et si on allait jusque-là, donner de la valeur, comment un territoire peut devenir un centre de profit? Il n'y a pas que l'argent qui vient de l'État. Il y a aussi d'autres manières de faire fructifier son territoire. Ça, c'est une conviction personnelle. Alexandra Pouchol. Si on est pragmatique, qu'on regarde la facture, le très haut débit, par la fibre optique, c'est 15 milliards d'euros pour 80% de la population en zone dense. C'est 15 milliards d'euros de nouveau pour les 20% autres, dont 7 milliards ou un peu plus pour les 5 derniers pourcents de la population les plus isolés. D'accord. Nous, quand on voit cette facture chez Eutelsat, on se dit le satellite, pour ces 5% de population, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Donc ce sont des économies. Ce sont des économies publiques. Oui, moi, je suis plus réservé que Sébastien par rapport à cette marge de manœuvre, entre guillemets, des collectivités locales. On a un exemple très concret. On parlait de la convention de résorption des zones blanches. Si les collectivités vont s'engager et vont signer cette convention, il n'en est pas du tout de même à l'heure où on parle aujourd'hui concernant la convention sur les 1200 sites tels que le dernier comité interministériel aux ruralité du 20 mai l'a indiqué. En l'état, aujourd'hui, à ma connaissance, l'Association des départements de France n'entend pas signer cette convention. L'AMF a dit qu'elle ne la signait pas non plus en état parce que le reste à charge des collectivités est un reste à charge dont on ne maîtrise pas véritablement le coût global d'une part et qui, d'autre part, en tout état de cause, est quelque chose qui demeure très important. Lorsque les départements ont été contactés, puisqu'ils sont vraiment en première ligne dans cette action-là, les retours des départements sont très faibles et à ce jour-là, les appels à projets sur ces sites sont en dessous des prévisions. Allez, question suivante, la question de Jacques. J'habite à Corne, dans le Lot, et à certains endroits, on ne peut même pas contacter les services d'urgence. Les opérateurs ne sont-ils pas menacés de poursuites dans un tel cas? Qui peut répondre à cette question qui est d'ordre juridique? Michel Sauvat, non, sincèrement, je dirais une bêtise. A priori, je ne vois pas en quoi les opérateurs pourraient être mis en cause dans ce cadre. Ce qui est certain, c'est que, encore une fois, dès qu'on parle d'Internet et dès qu'on parle de haut débit, on revient systématiquement sur des enjeux qui sont des enjeux de la téléphonie. Et dans l'esprit des gens aujourd'hui, peu importe le moyen, ce qui compte, c'est le service qu'on met derrière. Allez, question suivante, la question de Corentin. Dans mon village, on nous promet une montée en débit sur le cuivre pour l'année prochaine. Est-ce une bêtise de souscrire à une offre Internet par satellite dans ce cas? Alors avant de passer la parole à Alexandra Pouchol de Telsat, Sébastien Cotte, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise technologie. Il y a la technologie dont on a besoin au moment où on en a besoin. Donc monter en débit, ça fait partie du mix technologique. Ensuite, il faut bien verrouiller effectivement quel est le moment
où ça va vraiment arriver, quel est le temps qu'on est susceptible d'attendre. Enfin voilà, le satellite est un truc qui est disponible en 3 semaines, je crois que c'est 3 semaines pour s'équiper. Donc voilà, ça dépend de l'urgence du besoin aussi. Alexandra Pochol, en complément. Oui, 3 semaines, le temps que l'installateur se déplace selon son emploi du temps. Et effectivement, il faut regarder la situation. Dans tous les cas, le satellite peut être une solution utile, même quand une solution filaire arrive, en l'occurrence la montée en débit. Cette personne peut tout à fait utiliser Corentin peut tout à fait garder le satellite en solution de backup, en solution de résilience en cas de chute des réseaux terrestres, en cas d'inondation par exemple, ou bien des systèmes peuvent être trouvés avec la collectivité locale, qu'un kit satellitaire qui a été alloué à un utilisateur puisse être réalloué à un autre utilisateur lorsque la montée en débit atteint une certaine zone. Voilà, des choses intelligentes peuvent s'envisager pour que le mix technologique sur le terrain soit plus efficace qu'aujourd'hui. Michel Sauvade. Oui, la question a été abordée, y compris en présence de Telsat, justement, dans une réunion du groupe de travail numérique de l'Association des maires de France il y a quelques jours. Je crois que Corentin doit réfléchir également au volume de données dont il souhaite disposer. Parce que nous étions tous d'accord sur le fait de dire que la solution satellitaire est celle qui va aller au plus près du terrain, très, très clairement. Pour autant, pour des gros consommateurs de données, il peut y avoir un coût, cette fois-ci, non pas sur l'abonnement lui-même, mais sur la consommation des données, qui peut être significatif. Mais je ne suis pas le mieux à même d'en parler. Alexandra Pouchol. Oui, je vais rebondir en effet. Les offres satellitaires, on fait en sorte de les aligner en termes de tarifs et de performance sur les offres ADSL notamment. Il y a une différence entre le satellite et d'autres solutions, mais finalement on peut rapprocher le satellite surtout de l'Internet mobile. Le satellite, comme l'Internet mobile, fonctionne à base de forfait, en gigaoctets par mois. Et donc nos offres sont conçues de telle sorte que ce volume de gigaoctets réponde à différents profils de besoins. Donc en fonction du besoin de Corentin, on pourra agir. Merci, on arrive au terme de cette émission. Merci mesdames et messieurs donc d'y avoir participé. On retiendra quand même que l'objectif 2020 est atteignable à partir du moment où tous se mobilisent. C'est important pour l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent en milieu rural, qui nous reçoivent souvent effectivement par satellite sur CanalSat, même si on est présent sur tout et l'ensemble des câbles opérateurs. Il est bon de le rappeler. Donc vous remerciez à vous téléspectateurs pour votre fidélité. Remerciez nos amis de l'interprofession des fruits et légumes qui nous ont alimentés en vitamines tout au long de ce 99e congrès des maires. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Terre d'Info. Mais d'ici là, vous le savez, cultivez votre jardin. Au revoir.